Il est 19h50, bienvenue dans cette édition du 23 février. À la une ce soir, l'opération de déguerpissement en cours du côté de Boribana, du côté d'Atekoubé. À noter qu'une tentative avait eu lieu début janvier avant d'être avortée. Et quelques jours plus tôt, une autre opération de déguerpissement avait fait couler de l'encre du côté de Yopougongesco avec la démolition d'un établissement scolaire. Que deviennent les élèves et travailleurs affectés? On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le district d'Abidjan poursuit ses opérations de déguerpissement des quartiers dits à risque, cette fois à Boribana, dans la commune d'Atekoubé. Cette fois, le quartier au pied du 4e pont qui supplante la lagune a vu ses résidences, lieux de culte et commerces de fortune détruits. Une opération sous forte escorte policière, récit d'une journée des déguerpis mis à la rue avec leurs affaires sans savoir où aller. Thiemé Dandje, Fulgence Kissiedou. 4e pont d'Abidjan. Au pied de l'infrastructure routière qui supplante la lagune, les premiers déguerpis de Boribana. Dans la panique, ce sont les seules affaires qui ont pu, à la sauvette, être retirées avant de voir les grands engins commis à la démolition mettre leurs habits à terre. D'autres, eux, s'affairent encore à sauver ce qui peut l'être avant le déguerpissement. Nous nous sommes réveillés, stupéfaits de voir des policiers encercler le quartier sans préavis avec des machines pour déguerpir le quartier. On n'a pas été avisé, on n'a pas été informé officiellement, ni la mairie d'Atekoubé, ni le district. Et voilà notre désarroi, on se réveille, on voit qu'ils sont en train de détruire le quartier. Les enfants sont partis à l'école et ils vont revenir de l'école, venir trouver que leur maison n'existe plus. La maison n'existe plus. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parmi eux, ces habitants désemparés en furie. Où est-il là, mon cœur est chaud? Donc, pour moi, c'est tout. Pourquoi mon cœur est chaud? Pourquoi ils ont venu casser notre maison? On n'a pas gagné l'argent. On va partir dormir, ça. On va partir dormir. On se réveille, la police est là. La mosquée, on commence par la mosquée, sans nous avertir. Disons que il faut déguerpir. On leur demande, laissez-nous au moins 1 heure à 2 heures du temps pour qu'on puisse évacuer nos barrages. Impossible, on nous gaze. On nous gaze. Les enfants sont à l'école. Voilà, sa soeur est à l'école jusqu'à présent. Hein? Enfin, comment? On peut aller où? On n'a pas de maison à aller. Hein? Ici, les habitants connaissent des fortunes diverses. Si certains ont été indemnisés, d'autres disent n'avoir pas connu cette bonne fortune. Nous ne sommes pas au côté prise du pont. Nous sommes où on vient de nous recenser, ça ne fait même pas 1 mois. On ne nous a pas dit que non, on va venir casser, ni rien. On dit non, ils vont nous recenser et nous dédommager. Après, maintenant, fini de nous dédommager, ils vont venir faire leur travail. On dit ok, il n'y a pas de problème. À notre grande surprise, ils viennent et ils cassent tout. Ils cassent tout. Je suis arrivé même chez moi-même là, tout est cassé. Ça dit, je suis venu trouver qu'ils ont cassé tout pour déposer. Je ne peux même pas enlever quelque chose. Vrai ou faux, quoi qu'il en soit, les engins déployés sur les lieux, sous forte escorte sécuritaire, sont lancés, assénant des coups au commerce, habitations et mosquées. Tous mis à terre sans ménagement par les services du district d'Abidjan, toujours vent debout pour son programme de libération des zones à risque et quartiers précaires à moderniser, au désarroi des occupants et d'élus locaux qui dénoncent une opération à visage inhumain. La Haute Autorité de la Bonne Gouvernance dresse un bilan de la déclaration de patrimoine. Au 31 janvier 2024, le nombre total de déclarations de patrimoine a atteint 8 364 sur un total de 10 061 déclarations attendues, soit un taux de déclaration de 83,13%. Salifia Lekwe, Tanguy Conan. Le 31 janvier 2024, le nombre total de déclarations de patrimoine a atteint 8 364 sur un total de 10 061 déclarations attendues, soit un taux de déclaration de patrimoine de 83,13%. Telle est l'information révélée par le secrétaire général de la HABG,
la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Oumar Dodiamoutene. Différentes personnalités se sont soumises à cet exercice auprès de l'institution dirigée par Epiphane Zorobi Balo. 70% pour les présidents d'institutions, 92% pour les ministres, 69% pour les députés, 77% pour les sénateurs, 61% pour les présidents et vice-présidents de conseils régionaux, 53% pour les maires et adjoints aux maires, 95% pour les magistrats, 87% pour les personnes occupant de hautes fonctions ou chargées de la gestion des fonds publics. À en croire ce responsable de la HABG, l'on note une performance au niveau du processus de déclaration. Pour rappel, ce sont au total 728 assujettis à la déclaration des patrimoines retardataires qui avaient été identifiés pour être mis en demeure par voie de commissaire de justice, afin de leur donner un délai de rigueur de 90 jours conformément à l'article 14 du décret portant modalités de déclaration du patrimoine avant l'application des sanctions. Après cette annonce, de nombreux assujettis se sont acquittés de leurs obligations de déclarer leur patrimoine afin de se soustraire du processus de sanction. En effet, sur la période allant du 13 novembre 2023 au 22 février 2024, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 732 nouvelles déclarations de patrimoine, une performance jamais atteinte en dehors des opérations spéciales de collecte. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est un organe du dispositif de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, créé en septembre 2013. L'opération de déguerpissement entamée dans le quartier de Jesco, dans la commune de Yopougon, se poursuit. Une opération qui a emporté un groupe scolaire avec pour conséquence des élèves et des travailleurs à la rue. Quel avenir pour ces victimes collatérales de cette opération? Reportage de Mardoché Kwasi, Chèque Bleu. L'occasion de notre établissement, nous ne savons pas si nous allons partir à l'école, nous allons préparer notre examen. On a payé l'école, on a payé les droits d'examen et nous avons un examen dans 2 mois. Anne-Charlène Nadilou est élève en classe de 3e au collège Cha-Hélène de Jesco. À l'image des 1880 élèves de l'établissement, elle se retrouve à la rue suite à la démolition de son établissement. Les parents d'élèves, quant à eux, voient l'avenir de leurs enfants hypothéqués par cette situation. Elle est en classe d'examen, elle est en classe de 3e. Elle doit passer le BPC cette année. J'ai déjà soldé, je n'ai plus rien. Je fais comment? Le vendredi, le salaire est payé quoi de mon enfant? Il est en 3e, il doit passer BPC. Je vais faire comment? Je n'ai pas de maison. Parce qu'elle n'a plus d'argent, c'est pas c'est dans quelle école. On va mettre les enfants encore. On ne peut pas. J'ai fini de scolariser ma fille, ils ont cassé l'école. Je vais où? C'est notre mort maintenant. Donc ils n'ont qu'à trouver une solution, on est fatigués. Les travailleurs de cet établissement ne sont pas mieux lotis. Arsène Nzi, enseignant de philosophie, était en plein cours lorsque les machines sont arrivées. Ils ont juste eu le temps, ses élèves et lui, de quitter les lieux avant que les murs du bâtiment ne s'écroulent. Aujourd'hui, c'est un homme sans emploi et sans perspective. Nous sommes à la rue, on n'a aucun moyen pour subvenir à nos besoins, on ne sait pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'il faut attendre jusqu'à l'année prochaine, le temps de postuler dans les autres établissements et être retenu quelque part pour que peut-être la vie puisse continuer. C'est peut-être chercher à aller au village, on ne sait pas, puisque rien ne nous a été proposé, on ne sait pas. Le fondateur de l'établissement, lui, crie son indignation. Il dénonce le déficit de communication et de dialogue autour de cette opération qui, en plus du manque à gagner évalué en dizaines de millions qu'elle crée, le met face à plusieurs urgences à gérer. Si le gouvernement était informé, il ne peut pas envoyer les enfants ici. Si moi-même j'étais informé, je n'avais pas mettre de l'argent, bâtir ce coin-là, agrandir jusqu'à 21 salles, mettre carreaux partout. Des élèves affectés de l'État. Ce n'est pas où il faut les mettre. Or, présentement, le gouvernement ne peut pas faire une réaffectation, puisque l'année est déjà bouclée. Deuxième difficulté, les parents qui sont venus en privé, ils réclament à ce que les enfants terminent l'année scolaire. Troisième difficulté, c'est le personnel enseignant. Comment on fait les mobiliser pour que ces enfants puissent avoir, le personnel puisse avoir leur salaire jusqu'en fin de l'année. Donc je demande au ministère de l'Éducation nationale, à la mairie qui gère Yopougon, de nous venir en aide pour pouvoir sauver l'année scolaire.
En attendant l'intervention des autorités, l'Association des parents d'élèves des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire est allée s'enquérir de la situation et manifester sa solidarité avec les élèves et leurs parents. Nous demandons à ce que ces élèves soient recasés le plus rapidement possible et trouver les techniques pour les assister et pour qu'ils puissent aller à l'école. Aider les parents, oui, parce que moi j'ai mis mon enfant à l'école le plus proche. Aujourd'hui, l'école est cassée, il faut l'emmener peut-être beaucoup plus loin. Qui paie le transport? L'établissement est cassé. Les documents des enfants. Comment on fait pour rattraper tout ça? Alors c'est pour ça que nous ne sommes pas contents, nous dénonçons cette manière de faire là. Le collège Cha-Hélène existe depuis 2007. Il a obtenu l'agrément de l'État en 2011. Aujourd'hui, ce sont plus de 1880 élèves qui y sont inscrits, dont 952 affectés de l'État et 630 candidats aux différents examens à grand tirage. Le prix du kilogramme de la noix de cajou pour la campagne 2024 est connu. Le nouveau prix, 275 francs CFA le kilo, est 40 francs plus bas que la précédente campagne. La nouvelle ne réjouit pas les producteurs qui espéraient beaucoup plus. Leur réaction dans ce reportage de Pierre Dipomela. Diabo, à quelques kilomètres de Boaké, c'est le début de la campagne de noix de cajou. Les premiers fruits sont récoltés au pied des anacardiers. Mais l'enthousiasme des planteurs est plombé par le prix borchant du kilogramme, qui est fixé à 275 francs CFA. Les producteurs s'attendaient à bien plus. Vraiment, on a un pincement au cœur parce que vraiment, le prix ne nous arrange pas. Sincèrement, ça ne nous arrange pas parce que les travaux que nous menons ici, c'est très dur. Une seule personne ne peut pas faire les travaux de ce champ d'anacate. On emploie les gens. Il faut pomper en bas, il faut nettoyer, il faut faire ça. Vraiment, le prix ne nous arrange pas. Depuis hier même, on a eu les informations. Bon, ça grogne partout, à Mumu, ils ne sont pas d'accord. D'autres même préfèrent laisser la nacade même comme ça et puis aller vaquer à leurs occupations que d'aller perdre leur temps pour ramasser la nacade. La nacade, actuellement, c'est notre plus grande base ici au village. C'est sur ça nous on base actuellement, une fois par an. Pour la scolarisation de nos enfants, la santé, l'eau, le courant, les factures, tout, pour la santé, tout ça, ça base sur la nacade. Et avec ce prix, je vois que ça ne peut pas nous arranger. Là seulement, je ne suis pas satisfait. Donc ils essaient de voir ça un peu. Le nouveau prix est à la baisse de 40 francs CFA par rapport à l'année dernière. Une situation due, selon le ministre d'État Adjoumani, en charge de l'agriculture, à des facteurs exogènes. Mamadou Berthet, le directeur général adjoint du Conseil Coton-Anacarde, est notre invité ce soir. Bonsoir, bienvenue dans le 19h50 de NCI. Bonsoir, monsieur. Alors, vous l'avez vu, ce sujet et la réaction des producteurs face à la baisse du prix de la noix de cajou. Une réaction et peut-être des explications à cette baisse, 275 contre 315 francs CFA sur la campagne précédente. Je voudrais déjà vous dire merci. Merci de l'opportunité que vous nous offrez pour répondre un peu, éclairer l'opinion publique. Ce que je voudrais dire déjà, cette réaction est légitime. Cette réaction est légitime. Nous comprenons bien nos producteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché international impose des exigences. Et nous avons essayé de régaler le marché international. Et nous pensons que c'est le prix qui est réaliste que nous avons essayé de communiquer. Et je voudrais profiter de cette antenne pour dire que l'État et le Conseil du coton et de l'anacade, nous sommes conscients que nos parents méritent mieux. Nos parents méritent mieux, mais comme je le disais tantôt, le marché international a ses exigences. Alors justement, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix brutes en 2024. Elle va confirmer sa position de deuxième exportateur international d'amandes de cajou devant l'Inde. Position plutôt rassurante, mais face au contexte international, on connaît la crise en Ukraine, maintenant entre le conflit israélo-palestinien. Est-ce que ces ventes vont être affectées ? Non, je dirais que les ventes ne seront pas affectées. C'est pour cela, justement, que ce prix a été communiqué. Parce que nous sommes alignés sur le marché international. Vous avez parlé des amandes. Les amandes, effectivement, sont vendues à l'international. Et ce sont les pays à consommation forte qui achètent ces produits. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes les situations de crise qui sont dans le monde, l'inflation agit un peu partout. L'inflation agit un peu partout. Donc, le coût de l'amande aujourd'hui, il a baissé. Et quand on parle de coût de l'amande, vous revenez sur la noix brute, c'est cette noix brute qui est achetée, qui est transformée pour mettre sur le marché l'amande. Donc, évidemment,
nous avons eu cette situation de crise et nous pensons que c'est une crise qui est passagère. Pour l'instant, c'est vrai que nous avons communiqué ce prix, mais ce que je voulais préciser, c'est un prix minimum. C'est un prix minimum de 275 francs. Maintenant, la compétition étant sur le terrain, c'est clair que ce prix va évoluer à la hausse au profit des producteurs. En fonction de la qualité aussi, notamment. En fonction de la qualité, bien sûr. Mais ce que je dis déjà, c'est que quand vous fixez un prix minimum, le producteur, il y a une compétition qui va s'installer sur le terrain. Donc, si vous avez 3 acheteurs qui viennent, le plus offrant, vous pouvez lui céder votre produit. Donc, ce n'est pas une fatalité, mais je pense que ce prix de 275, c'était le prix réaliste du marché. Mais aujourd'hui, nous sommes confiants que si le terrain bouge, les prix vont évoluer à la hausse. Alors justement, on va en parler du terrain. La Côte d'Ivoire a incité ses producteurs à massivement à faire de l'export de noix de cajou transformées. L'export en produits bruts est fortement taxé. La mesure a permis d'augmenter le nombre d'usines dans le pays. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité qui est un peu plus difficile pour les producteurs. Quand les transformateurs sont saturés, ils ne peuvent pas vendre quand ils veulent. Conséquence, on a de la noix de cajou qui passe par les frontières. Quelles sont les mesures qui sont mises en place aujourd'hui pour stopper ce phénomène? Alors, sur votre question, il y a 2 volets. Il y a 2 volets. La première c'est, je dirais, le premier volet de votre question, c'est d'abord au niveau de la transformation. Le niveau de transformation, aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire qu'il y a eu un boom. Il y a eu un boom. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 265 000 tonnes de noix brutes transformées en Côte d'Ivoire. Et je dirais que ça, c'est vraiment la quantité d'un pays en production de l'anacade. 265 000 tonnes de transformés, il faudrait dire que c'est louable. Et ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir ce résultat, ce sont les mesures incitatives que le gouvernement a bien voulu mettre en place pour les transformateurs. Donc je pense qu'à ce niveau, le résultat est positif. Maintenant, lorsqu'on parle de l'exportation, c'est vrai, vous avez les noix brutes, vous êtes obligé à un certain moment, en termes de stratégie, de voir ce que vous voulez. L'objectif aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est d'aller à la transformation. Et c'est vrai que nous avons taxé l'exportation pour pouvoir aider un peu à, je veux dire, développer ce secteur de transformation. Maintenant, ce n'est pas ce qui doit motiver quelqu'un ou bien un opérateur à faire partie des produits par la contrebande. Ce n'est pas normal. Vous comprenez que la contrebande, c'est un facteur qui vient à la limite contre le développement d'un pays. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on n'arrive pas à vendre aux périodes? La période, elle est très courte de l'anacarde. Non, qu'est-ce qu'on fait non, justement, c'est aussi un autre problème. Et une commercialisation, ce n'est pas nécessairement sur 3 mois. Vous comprenez? Ça peut s'étendre sur 6 mois. Donc, il est question aujourd'hui d'être patient. Parfois, vous pouvez avoir un break, une petite période où les opérateurs ne viennent pas sur le marché, mais il ne faut pas paniquer, il faut patienter, il faut garder son produit dans de bonnes conditions. Nécessairement, ils vont revenir et ils vont acheter au prix indiqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement pour contrôler les mesures aux frontières? Pour nous, les frontières, je dirais, c'est un plaidoyer. Nous pensons que les forces de l'ordre doivent nous aider pour freiner cette fuite des produits. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas la même exigence que les autres pays. En Côte d'Ivoire, nous sommes un pays où la noix de cajou compte dans l'économie nationale. Et vous avez les voisins qui pratiquement ont 100 000 tonnes, voire même moins de 100 000 tonnes de production. Ce n'est pas des spéculations qui comptent dans leur économie. Donc vous allez nécessairement voir qu'il n'y a pas de taxes dans ce pays. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un produit aujourd'hui qui est 3e produit d'exportation, après le cacao et les produits pétroliers, c'est la noix de cajou. Donc nécessairement, l'État a besoin aussi des recettes pour développer la nation. Donc je dirais à nos parents d'être d'abord citoyens. Il faut comprendre que ce produit, ce sont les mêmes recettes qui sont redéployées dans le développement de la localité. Alors justement, est-ce qu'on a une idée peut-être de ce manque à gagner de l'État au niveau de ces pertes? Non, je pense que ces dernières années, nous avons réussi à juguler un peu. Nous avons réussi à juguler un peu et pour cela, je tiens à féliciter les forces de l'ordre qui nous aident efficacement. Et il est question maintenant d'amplifier cette sécurisation. Donc, je dirais, on est peut-être aujourd'hui à moins de 50 000 tonnes qui arrivent à sortir de nos frontières sans qu'on puisse récupérer. Amadou Berté, peut-être un dernier mot sur vos attentes, vos espoirs pour cette campagne 2024 qui vient de se lancer.
je tiens à vous remercier, mais ce que je voudrais dire, c'est vraiment m'adresser aux producteurs, à nos parents producteurs. Nous sommes tous conscients que ce n'est pas le prix qu'ils méritent, ce n'est pas le prix pour lequel tous les efforts qu'ils font chaque jour pour que la noix de cajou soit à ce niveau. Et regardez aujourd'hui notre positionnement au monde. Nous sommes premiers producteurs de noix de cajou. C'est grâce à l'effort de ces parents producteurs. Mais en même temps, nous avons des contraintes sur le marché. Vous savez, la noix de cajou, c'est 2 pays à destination, l'Inde et le Vietnam. Nous ne pouvons partir nulle part si ce n'est pas dans ces 2 destinations. Aujourd'hui, la transformation, c'est notre seule solution. Et quand vous regardez le boom qui a été fait, nous sommes passés pratiquement de 57 000 tonnes à 265 000 tonnes pour 2023. Et pour 2024, nous attendons 320 000 tonnes de transformés. Je pense que c'est vraiment un cri de cœur, leur demander de patienter. Probablement dans 2 ans, nous allons passer à un certain niveau de transformation et ils verront la rémunération de leur noix brute. C'est ce que je peux leur dire et encore leur dire merci de tout cet effort qui est engagé. Et nous, au niveau du Conseil du coton et de l'ANACAD, nous pouvons prendre l'engagement de faire respecter ce prix minimum qui a été fixé. Merci Mamadou Berté. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du Conseil coton ANACAD. Merci d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. 51 prisonniers en lien avec les crises sociopolitiques survenues dans le pays depuis 2010 hument depuis hier l'air frais de la liberté. Ils sont bénéficiaires de la nouvelle mesure d'élargissement du président de la République Alassane Ouattara, signataire du décret portant grâce présidentielle. Une mesure que salue Charles Blé Goudet, président du COJEP, lors d'un point presse à son siège à Abidjan. Siège du COJEP. Face à la presse, le président du parti Charles Blé Goudet. Au menu, la grâce accordant la liberté à 51 prisonniers, des faits survenus lors des différentes crises sociopolitiques qui ont secoué le pays depuis 2010. Une mesure saluée par le leader du COJEP, appelant à aller plus loin pour solder définitivement le passif des crises politiques du pays. Je salue cette mesure de grâce. On ne va pas rentrer en 2025 avec le contentieux de 2011, avec le contentieux de 2020. C'est pourquoi j'en appelle encore pour que le chef de l'État puisse vider ce contentieux-là. Il faut tourner définitivement la page des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Cela est possible. Ensemble, main dans la main, nous devons réussir à redonner à la Côte d'Ivoire ce que nous avons vu tout récemment à la CAN. Ces Ivoiriens qui chantent ensemble, ces Ivoiriens qui pleurent ensemble, ces Ivoiriens qui se réjouissent ensemble au nom d'une seule couleur, au nom d'une seule nation. Cela est possible. Autre sujet évoqué, le déguerpissement en cours par le district d'Abidjan. Une opération qui mécontente Charles Blé Goudet, très critique vis-à-vis des casses, à visage inhumain. Le désaccord même entre les différents maires des communes concernées et le gouverneur du district d'Abidjan en appelle à beaucoup de questionnements. Pour qui travaille le gouverneur d'Abidjan? Pour le peuple ou pour lui-même? Pourquoi ce manque de communication préalable? D'abord, information, recasement, ensuite, destruction. Quand on est convaincu que ceux qu'on déguerpit sont casés ou ont eu les moyens d'être casés, je demande que ce genre d'opération de développement soit accompagné d'humanité. Que cela soit accompagné d'humanité. Ces peuples ont besoin de ceux qu'ils ont choisis pour les diriger. Exprimant sa solidarité aux impactés des opérations de déguerpissement, Blé Goudet invite par ailleurs le gouverneur à accorder ses violons avec les maires des zones concernées pour concilier impératif de salubrité urbaine et dignité des occupants des zones visées par les démolitions. Et c'est une autre réussite que nous sommes fiers de partager avec vous. NCI a été la chaîne la plus suivie durant la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février. L'information a été donnée au cours d'une cérémonie de distinction organisée ce 22 février par l'entreprise de sondage OpinionWay. Une belle récompense pour la chaîne qui s'est imposée dans le monde audiovisuel et c'est bien sûr grâce à vous. Un sujet de Nadia Edja et Eric Kimo. La NCI, nouvelle chaîne ivoirienne, est la chaîne de télévision la plus regardée pour tous les matchs durant la CAN. Une reconnaissance bien méritée par l'équipe qui a dû travailler d'arrache-pied
pour offrir le meilleur aux téléspectateurs. Le temps de travail était décuplé, mais voilà, aujourd'hui on a prouvé que NCI, c'est la chaîne des Ivoiriens. Et voilà, et ce qui a contribué vraiment, je crois, au succès de cette CAN et de cette compétition, c'est le fait qu'on soit vraiment au cœur de l'événement. On était en plateau, mais on était également sur les terrains. On était dans les 5 villes qui ont accueilli la CAN. On était au cœur des populations. Et je crois que c'est ce qui a fait que les gens se sont retrouvés et se sont reconnus dans ce qu'on a eu à leur proposer. Cette distinction, décernée par l'entreprise de sondage Opinionway, s'est faite après plusieurs enquêtes. Durant la Coupe d'Afrique des Nations, on a réalisé un sondage auprès de 1000 Ivoiriens, national représentatifs 15 ans et plus, sur tout le territoire. Et donc chaque semaine, on interviewait 1000 Ivoiriens. Au total, pendant 5 semaines après, ça fait un consolidé de 5000. Donc des résultats quantitatifs très solides qui nous ont permis de pouvoir décerner des trophées. Pour la direction générale de NCI, c'est un honneur d'avoir pu relever le challenge après l'acquisition des droits de diffusion de la CAN, seulement 2 mois avant le début de la compétition. On est venu en étant en concurrence avec des chaînes qui ont l'habitude d'organiser et de diffuser ce type de compétition-là. On est arrivé donc comme le petit poussé c'est notre première CAN, la chaîne n'a que 4 ans. On est arrivé vraiment avec beaucoup de modestie, mais aussi avec beaucoup d'ambition. Vous avez pu le voir à travers la qualité des plateaux, du dispositif, des consultants qu'on a pu recruter et tout. Mais voilà, donc à la fin, on est récompensé de tous ces efforts-là. C'est un travail d'équipe, c'est un travail, il faut féliciter aussi justement le conseil d'administration de la chaîne. Il faut féliciter aussi tous ces annonceurs qui nous ont fait confiance, qui ont mis les moyens pour qu'on puisse réaliser ce programme. Et donc c'est le tout, c'est l'ensemble qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est récompensé. Et c'est un bonheur. En plus du trophée de numéro 1 des audiences TV de la CAN 2023, décerné à NCI, 9 autres distinctions ont été attribuées aux différentes entreprises ayant contribué à l'animation de la CAN. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable week-end sur les antennes de NCI.